Cet épisode est présenté par l'Académie canadienne de santé pelvienne. Pour tous vos besoins en formation continue en physiothérapie périnéale et pelvienne, faites-leur confiance. Elles sont la référence au Québec depuis plus de 30 ans. Elles offrent aussi du mentorat en ligne. Pour tous les détails sur le contenu des formations, que ce soit en anglais ou en français, en ligne ou en présentiel, rendez-vous au canadianpelvichealthacademy.com. Bienvenue sur le balado. Alors, je reçois aujourd'hui Sarah Baribeau, qui est une figure bien connue en périnatalité au Québec. Allô, Sarah? Allô? Donc, on va discuter ensemble là, des recommandations d'activité physique en périnatalité. Je te laisse te présenter pour commencer, nous dire un peu c'est quoi ton parcours professionnel, puis c'est quoi ton implication dans le monde de la périnatalité au Québec. Super, ben, merci de l'invitation, d'abord. En fait, à la base, moi, je suis kinésiologue, donc j'ai fait mon baccalauréat en kinésiologie à l'université de Sherbrooke. Suite, un petit détour, vers la communication, je suis revenue, faire ma maîtrise, en fait, en kinéanthropologie, donc en kinésiologie, mais à la maîtrise. J'ai fait parallèlement à ça un DESS aussi en exercice thérapeutique. Mais, durant, en fait, ma grossesse, j'avais des amies du bac qui étaient tombées enceintes et moi, j'ai toujours su, là, dans ma vie que je voulais être une mère et je suis vraiment une passionnée du sport, là. Quand j'étais petite, moi, je voulais être une athlète olympique, là. J'ai toujours que mon père m'a mis dans le mauvais sport, à 5 et 3 dans le basket. Bon, mon potentiel était limité, là, je dois dire. Donc, tout ça pour dire que je voulais être une mère, je voulais pouvoir continuer de faire du sport, tu sais, j'étais dans, le cross-country à l'université, tout ça. Donc mes amies tombent enceintes, puis, j'entends on jase, puis, j'entends des choses qu'elles disent, tu sais, comme: «Ah, je pense pas qu'on peut courir, le 1er trimestre» et tout ça. Puis, je parle à mon directeur de maîtrise, je lui dis: «Hey, j'aimerais vraiment, tu sais, réorienter, mon sujet de maîtrise, sur le sujet». Puis parce que je faisais mon DSS en même temps, puis qu'il y avait pas de projet de recherche à ce moment-là sur la périnatalité, pas mal nulle part de toute façon, j'ai fait une revue littérature. Donc j'ai fait une recherche, type court comme on dit et mon sujet, c'était l'approche du kinésiologue kinésithérapeute sur la prévention des maux au bassin et au dos en lien avec la grossesse. Et j'ai vraiment découvert beaucoup, beaucoup d'informations sur le corps humain de la femme que j'avais pas appris lors de mon bac, même pas, au niveau du DESS. On parlait d'activité physique dans le bac en kin, mais toujours avec des études basées sur des hommes. On avait un cours de 3 heures en périnatalité. Donc, ça m'a vraiment allumée, tu sais, pour comprendre mon corps, mais aussi de me rendre compte que les messages, qu'on donnait aux femmes étaient erronés, étaient parfois absents. Donc, c'est comme si une fois que la femme était enceinte, ben, c'était des oui-dire, qu'est-ce que les gens pensaient autour, ce que tout le monde pensait que l'autre avait fait, puis que bon, on doit dire que c'est juste depuis, une quarantaine d'années là qu'on a comme statué qu'il y avait plus d'avantages à faire de l'activité physique durant la grossesse que de risques. Donc, ça a pas suivi ça dans les cursus au niveau de la médecine, ça a pas été plus, étudié et partagé comme connaissance. Donc, à partir de là, moi, je suis moi-même tombée enceinte, mais à travers ça, j'ai fait aussi, j'avais déjà commencé à travailler avec des femmes enceintes, pendant ma maîtrise, dans une clinique de physio. Puis j'ai fait un cours, tu sais, de yoga prénatal, vraiment approfondi. Puis j'avais décidé, moi, d'être suivie en maison de naissance. Puis parce que c'était très peu connu aussi dans le temps, moi, ma famille avait peur. Donc, j'ai amené ma mère, on a fait notre cours d'accompagnante à la naissance ensemble. Fait que j'ai encore plus approfondi mes connaissances sur le potentiel du corps de la femme, comment ça fonctionnait. Et là, c'est vraiment pendant ma grossesse, en fait, que là, j'ai eu un petit peu l'épiphanie de dire: «Hey, ça n'existe pas un centre où les femmes, vont avoir de l'entraînement fonctionnel, donc des cours de groupe adaptés au changement de leur corps. Donc, tu sais, ça existait pas des protocoles là, postnatal, ou durant la grossesse. Puis les cours pour les mamans, c'était, bravo là, cardio plein air, tu sais, il y avait du cardio poussette, puis il y avait de l'aquafum prénatal, yoga prénatal, c'était tout. Donc, avec ma maman, parce que c'était ma première associée, l'idée de bouger tes placotines, mais il y avait pas ce nom-là, je l'ai eu pendant ma grossesse et mon objectif, c'était vraiment d'offrir un espace, un safe space, même si ça existait pas il y a 14 ans, ce terme-là, tant que ça, pour les mères.
Puis l'objectif, c'est de les éduquer sur leur corps et de leur offrir des cours de groupe, des exercices qui respectent les changements physiologiques durant la grossesse et postnatale. Donc là, c'est ça, ça va faire 14 ans au printemps que Bougeotte et Placotine est né. Puis ça a toujours été ça. Le premier cours que j'ai écrit, c'est Premiers pas de maman, parce que je voulais très tôt, à partir de 2 semaines postnatales, dire aux femmes qu'est-ce qui se passe dans leur corps, c'est quoi les prochaines étapes. Et mon cours Ballon Bedaine, ça, c'était mon cours pour femmes enceintes. Tu sais, il y a un cours qui réfléchit pour elles. Donc, ben, c'est ça. Là, aujourd'hui, c'est 13 franchises. Je donne de la formation. Je m'implique dans différents aussi baccalauréats quand ils ont la petite idée d'offrir plus d'heures de cours d'enseignement en périnatalité, j'essaie de m'impliquer aussi. Donc, c'est ça. C'est un peu où j'en suis. Je peux dire aussi, là, je suis maman de 3 enfants puis je fais encore beaucoup de sport. C'est ça, je pense que tu es vraiment une des pionnières au Québec en activité physique en périnatalité. J'ai eu envie de t'inviter parce qu'il y a eu quand même certaines recommandations ou certains guides de pratique qui ont changé là, dans la Mhm, dernière année, donc en 2025. Même si toi, c'était déjà des choses que tu appliquais là, dans ton accompagnement puis dans tes cours. Donc, on va mhm. discuter de ça ensemble. Il y a aussi le volet, tu sais, des médias sociaux, là. Je pense qu'il y a Oui. beaucoup de créatrices de contenu, d'influenceuses qui sont devenues mamans dans les dernières années, puis que là, ils créent du contenu Mhm, sur l'activité physique pendant la grossesse, le postnatal. C'est pas toujours basé sur les évidences scientifiques, malheureusement. Il mhm. y en a certaines qui ont du très bon contenu, mais d'autres que ça laisse un petit peu à désirer là, au niveau Oui. des évidences scientifiques qui soutiennent ça. Fait que je pense qu'on va faire un tour d'horizon ensemble pour mettre Mhm, à jour puis dire c'est quoi les recommandations qui oui. sont effectives actuellement. Donc, on va commencer avec la grossesse. C'est quoi les principaux changements là, qu'on a vus dans les nouveaux guides de pratique? En 2019, tu sais, nous, on a notre chercheur ici au Québec, qui est Stéphanie Méruchat, qui est vraiment, tu sais, notre chercheuse québécoise francophone, qui est sur beaucoup de projets, souvent avec Margie Davenport, qui est elle en Alberta, qui est notre kinésiologue, chercheuse, qui pousse au niveau de l'activité physique en périnatalité. Donc, Stéphanie a fait beaucoup tu sais, a fait vraiment partie de ces projets de recherche-là. Puis en 2019, il y a eu un nouveau guide d'activité physique durant la grossesse qui est sorti. Censé suivi un nouveau questionnaire aussi, avoir une vie active durant la grossesse, que, par exemple, nous, on fait remplir à toutes les femmes durant la grossesse pour pouvoir faire de l'activité physique. C'est un peu comme un guide d'auto-évaluation. Ce que j'adore parce que on sort de quelqu'un de l'extérieur qui doit valider si tu dois être active ou non. Avant de sortir des nouvelles recommandations, c'est qu'ils ont pris le temps d'étudier différents sous-groupes. Donc, pas juste la femme enceinte qui avait pas de contre-indication et tout ça, ils ont aussi regardé les femmes qui avaient une sédentarité, certaines qui avaient même du diabète gestationnel et des femmes qui avaient un surplus de poids quand même important pour voir si elles aussi pouvaient rentrer dans les recommandations d'activité physique durant la grossesse. Et bien entendu, tu sais, c'était cohérent aussi de amener l'activité physique comme première ligne. Donc, c'est la première action, c'est la première chose quand une femme tombe enceinte, tous les professionnels de la santé qu'elle va rencontrer devraient lui dire la première chose que tu dois faire, c'est te mettre en activité. Donc, être active. Puis, bien entendu, je pense que ça va être ça mon plus gros message aujourd'hui. Ça doit être adapté à qui on a devant soi. Donc, il y a des recommandations générales, mais bien entendu, une athlète versus une femme qui est sédentaire, qui commence à faire de l'activité physique, l'approche devrait être différente. C'est un peu notre rôle, là, les kinésiologues dans ce domaine-là. Donc, il y a comme des lignes directrices qui sont sorties, 150 minutes d'activité physique, qui est la même recommandation que la population générale. Donc, 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée par semaine, réparties sur au moins 3 jours dans la semaine, qui va inclure des exercices de musculation, des exercices de plancher pelvien. On le sait maintenant, c'est quand même vraiment validé. Des exercices de mobilité, tu sais, ils parlent de yoga tout le temps, mais pas obligé d'être du yoga, là. De mobilité, donc cardio et renforcement musculaire aussi. Et c'est un objectif. Donc, l'important, c'est de se mettre en action puis de progresser jusque-là. Et toutes les femmes, dans le fond, qui n'ont pas de contre-indication devraient viser ces 150 minutes d'activité physique-là. Et on sait au Canada que c'est seulement 2 femmes sur 10 qui vont l'atteindre. Donc, tu sais, on a vraiment comme encore à en parler. Donc, ce guide-là, c'est ça qui a été un peu différent de dire
OK, même si, tu es sédentaire, ben, sois accompagné, hein, parce que, tu sais, une personne qui est sédentaire pour une certaine raison. Donc c'est pas vrai que du jour au lendemain, elle va savoir comment rentrer l'activité physique dans sa vie. Donc un accompagnement, c'est un facilitateur, là, je vais dire ça. Puis sinon, on a un peu fait, le ménage aussi par rapport à les recommandations, c'est l'activité physique d'intensité modérée. Donc, ce que ça signifie, c'est que pour avoir un peu la liste de tous les bienfaits, tu sais, la diminution des risques de maladies, métaboliques, tu sais, par exemple, moins d'intervention au niveau de l'accouchement, tu sais, une meilleure récupération postnatale, meilleur sommeil, il y a diminution de dépression et tout ça. On se dit, ben, si on veut tout cocher, là, on recommande une intensité modérée, être essoufflé pendant qu'on fait l'effort. Par contre, faut pas oublier qu'un peu est mieux que rien du tout. Tu sais, faire un peu d'activité physique, il va quand même avoir des bienfaits. Et l'autre chose, c'est que là, il y a de plus en plus d'études qui s'intéressent à l'intensité vigoureuse. Donc, c'est pas que à l'extérieur de l'intensité modérée, ce soit dangereux. C'est juste que si on veut faire un check pour dire, hey, je me mets vraiment là, toutes les chances de mon côté d'aller chercher tous les bienfaits, ben, on vise cette intensité modérée-là. Oui, puis c'est ça, les recommandations générales. Comme tu dis, Mhm. il y a eu quand même des études sur des Ouais. sous-groupes. On pourra en reparler tantôt. Moi, j'ai gradué en physio, il y a 10 ans et on nous disait, ben, tu sais, le premier trimestre, faut pas trop, instaurer de nouvelles activités Mm. physiques ou, tu sais, si on a une maman qui était sédentaire, faut peut-être attendre au deuxième trimestre. Ça, est-ce que c'est encore Mais valide non, ou n'importe quel moment, ça, c'est c'est un ça. bon moment pour débuter? Il est jamais trop tôt. Honnêtement, ça fait 18 ans, donc j'ai fini mon bac. Ensuite, c'est ça, en 2010, j'ai fini ma maîtrise. Puis honnêtement, c'est une des premières choses que moi j'ai balayées de la main là, tu sais les fameuses décharges là. Hey, je me rappelle, on allait faire un cours de moi j'allais faire mon cours de yoga prénatal, puis on me faisait signer une décharge. L'activité physique n'augmente pas les risques de fausse couche, d'accouchement prématuré, c'est complètement des mythes. Il y a des situations particulières là, tu sais avec des femmes qui finalement étaient peut-être à risque ou des choses comme ça, mais il y a aucune association qui a jamais été sortie par rapport à ça. C'est juste qu'on le sait qu'il y a plus de fausses couches dans le premier trimestre. Donc, c'est comme si vu qu'on le savait pas, on se dit, ben, on va faire attention à pas trop bouger. Tu sais, il y a plein de choses comme ça. Tu sais, on sait que l'alitement, c'est vraiment mauvais. C'est plus néfaste que de bouger. Mais on n'a pas d'études. Puis, on n'a pas comme de zone grise. Donc, on est un peu de tolérance zéro. Je veux dire, moi, j'ai collaboré avec le CHU, puis pendant la pandémie, je donnais en ligne des cours aux femmes alitées au CHU. Mais je veux dire, j'avais vraiment la confiance des médecins parce qu'ils savaient que si je leur faisais faire un peu de mobilité, de respiration, de contraction isométrique, ben, on pouvait peut-être diminuer tous les effets néfastes. Mais c'est qu'il manque encore d'études, il y a le côté éthique, mais vraiment, ça, je pense qu'on peut vraiment balayer ça de la main, c'est terminé, là. Premièrement, si on fait de l'activité physique avant d'être enceinte, on continue de faire l'activité physique, mais de façon adaptée. Ça veut pas dire que tout est pertinent de continuer à faire. Puis si on ne faisait pas d'activité physique, c'est la première chose qu'on devrait rentrer dans notre vie. Peu importe. Encore une fois, avec les bons choix d'activité physique, de façon progressive, etc. Mais je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut mettre aux poubelles. Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi, mais moi, ça me fait un peu, halluciner que ça soit enseigné dans des cursus universitaires parce que Ah, je sais. ça fait partie un peu du folklore des sciences Exact. de la santé, là, puis du folklore médical. D'ailleurs, j'ai fait un épisode, là, qui va être, diffusé, dans la même série que ton épisode à toi, là, sur la grossesse à risque élevé avec, une obstétricienne gynécologue du CHU de Sainte-Justine. Puis effectivement, là, tu sais, c'est des cas très particuliers, puis on essaie de plus en plus de ne pas allaiter les mamans. Mhm. Fait que, tu sais, je pense que Ouais, s'il y a pas de contre-indication formelle ou qu'on n'a pas des évidences que, tu sais, le col se dilate, des choses comme exact. ça, ou qu'il y a une rupture prématurée des membranes, mais il y a toujours plus de bénéfices à bouger que Mhm. d'être sédentaire ou complètement alité. Est-ce que dans les activités physiques qu'on choisit enceinte, il y a des choses qu'on proscrit, tu sais, tout ce qui est Ouais. avec des impacts, des choses comme ça? C'est quoi tes recommandations par rapport à ça? Mais encore une fois, Margie Davenport, elle va tester un petit peu plus, tu sais, parce qu'il y a des choses qu'on ne connaît pas. Ce qu'on sait, c'est on essaye encore d'éviter tous les sports, les activités physiques. C'est pas l'impact qu'on évite, c'est les risques de chute. Donc, c'est pas courir. Courir, c'est un sport d'impact. Mais ça met pas le bébé en danger. C'est plus
la crainte d'un sport, je vais nommer par exemple le vélo de montagne, que si on va à une grande vitesse, on chute, l'impact est quand même élevé. Est-ce que ça pourrait créer un décollement placentaire, créer une hémorragie? On le sait pas. Tu sais, on fera pas tester des filles en vélo de montagne, on les fera pas chuter pour le plaisir. On n'a pas beaucoup d'historique, à ce niveau-là. Ski alpin, aussi tous les sports de contact. Donc, justement, avec une étudiante, Margie Davenport, elle a fait une petite étude pour essayer de tenir les joueuses de soccer professionnelles le plus actives possible pour pas qu'elles perdent non plus leur sponsor et des choses comme ça. Puis, tu sais, en fait, elles peuvent pratiquer tout ça, mais à partir de 12 semaines, on va peut-être éviter justement, tu sais, tous les risques de collision. Donc, tu sais, les entraînements où il y a vraiment un jeu avec d'autres. Donc, on est vraiment dans le risque de chute. Bon, on a encore tout ce qui est les sports où il pourrait avoir un, une hyperthermie. Parce que lors du premier trimestre, c'est le développement du tube neural. Donc, est-ce qu'il y a une hyperthermie? On ne le sait pas, là. Prolongée, tu sais, pourrait justement nuire au développement du tube neural. Après ça, les femmes qui vivent pas en altitude, aller au-delà de 2500 mètres, si elles ne sont pas acclimatées, ne sont pas habituées, pourraient aussi avoir des risques. Et même chose à plonger en apnée. Sinon, il y a pas d'autres nécessairement contre-indications. Pour le fœtus, moi, mon travail comme kinésiologue, c'est de dire ce n'est pas tous les sports et les activités à un certain niveau qui sont pertinents à faire pour respecter ton corps de femme enceinte. Et ça va être du cas par cas. Donc, il y a pas de on ne lève pas avant on disait ça là, parce que c'est un peu mélangeant, parce que les femmes qui sont au travail, Hem, la CNSST, vont recommander de ne pas lever une certaine charge durant la grossesse de façon répétitive. Par contre, les études disent en musculation, il y a pas de contre-indication ou de charge maximale à soulever. Il y a pas de risque associé à une charge. Ça dépend, bien entendu. Est-ce que c'est une haltérophile olympique qui lève 200 livres au-dessus de sa tête pendant la grossesse? Là, c'est son corps, comment il va s'adapter au soulèvement de charge. Est-ce qu'elle a une hypermobilité qui s'est créée? Est-ce qu'elle est moins stable au niveau de son corps, plus de risque de blessure au niveau lombaire? Ses abdominaux sont moins efficaces? Est-ce qu'elle sent une pression au niveau de son plancher pelvien? On va diminuer la charge, mais est-ce qu'on va la faire arrêter de l'haltérophilie? Non, on n'a pas de raison de la faire arrêter, surtout que, par exemple, c'est une grande athlète et elle veut maintenir ses acquis. Donc, je pense que les gens aiment beaucoup le noir ou blanc, mais pour moi, l'activité physique pré-postnatale, c'est plein, plein, plein de nuances. Et c'est un peu, hein, tu sais, toi et moi, on est, c'est notre travail, c'est d'adapter à qui on a devant soi et d'avoir suffisamment de connaissances pour connaître c'est quoi les limites puis où on peut aller. Moins on comprend les limites, ben plus on a l'impression que c'est très strict. Mais c'est pas ça. Et en tout cas, on en parlait, puis sur les médias sociaux aussi, quand on n'a pas ces connaissances-là, on peut aussi dire elle fait de l'haltérophilie, donc si c'est sécuritaire, je peux en faire. On enlève souvent les contextes. Et c'est ça un peu, des fois, je pense, qui est dommage. Je vais pas dire le danger, mais tu sais, ce qui est dommage, en fait, là. Puis c'est là qu'il y a de la mauvaise information qui circule. Puis, entre autres, c'est par rapport aux fuites urinaires, ben, on sait que s'il y a des Ouais. fuites urinaires durant la grossesse, ben, il y a quand même un risque plus élevé d'en avoir après. Fait que, tu sais, Oui. une athlète qui fait du CrossFit, par exemple, ou de l'haltérophilie, ben, c'est sûr que si elle développe des fuites urinaires, ben là, ça prend une petite prise en charge qui est plus personnalisée. Donc, je suis d'accord avec toi qu'il y a certaines situations que c'est plus individualisé. Puis je reviens sur Oui. ce que tu disais par rapport, tu sais, aux études, par exemple, chez les joueuses, élites de soccer, les professionnels, tu sais, tout ce qui est sport de contact, c'est qu'il y a aussi un enjeu éthique. Tu sais, c'est un peu Oui. difficile de faire financer une recherche pour dire, ben, on va exposer un groupe de femmes enceintes à tomber ou avoir des contacts ou, tu sais, à Tout haute à fait. vélocité. Ça sera jamais financé. Fait que, tu sais, je pense qu'il va toujours rester une zone grise, mais de maximiser le potentiel d'une athlète, puis d'encadrer ça, je pense que ça va être d'autant plus bénéfique. Je pense qu'il y a aussi eu des nouvelles, données par rapport à, les athlètes plus d'endurance. Le fait que nos Mhm. femmes qui font plus que 60 minutes, entre autres de Oui. cardiovasculaire dans un même entraînement ou plus de 300 minutes par semaine. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de Mhm. cette tranche de femmes-là? Ouais, ben en fait, tu sais, on n'en ressort aucun effet néfaste, mais pas nécessairement toujours
d'impact nécessairement positif, là, tu sais, dans le sens que c'est pas nécessairement une visée qu'on veut pour monsieur, madame, tout le monde. Euh, il avait suivi aussi, je sais que c'est une autre étude, mais il avait suivi des athlètes de course à pied durant la grossesse. Donc, c'était vraiment une étude observatoire. Donc, c'est des femmes qui faisaient des championnats mondiaux, des athlètes olympiques, puis ont juste observé comment elles s'entraînaient durant leur grossesse et en période postnatale. Et vraiment intuitivement, ces femmes-là diminuaient souvent l'intensité, mais maintenaient un volume d'entraînement. Ensuite, c'est que ça diminuait jusqu'au troisième trimestre, puis environ à 4-6 semaines postnatales, ils reprenaient souvent un volume, puis retournaient finalement aux intensités. Puis ces femmes-là, faisaient leur meilleur temps un an. 50% avaient fait leur meilleur temps un an après l'accouchement. C'est sûr que des athlètes de ce niveau-là, il y a quand même eu un 30% qui a eu des problématiques. Ça, ils l'ont pas tant défini, là. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas d'effet négatif quand une personne est préparée puis le corps est adapté. En fait, c'est ça à faire plus long que le 150 minutes d'activité physique par semaine. Ça veut pas dire que c'est une visée qu'on veut reproduire dans la société générale. Il n'y a pas nécessairement d'effet positif, hein. Puis il y a eu des études par rapport à la haute intensité. Puis on se disait qu'il n'y avait pas nécessairement d'impact positif au niveau des marqueurs pour le fœtus puis la maman. Mais c'était pratique, ça pouvait être intéressant et peut-être intéressant encore plus pour celles qui avaient un surplus de poids plus important aussi, du diabète gestationnel aussi. Mais ça, c'est des athlètes élites. Et souvent, ils vont être suivis de plus près avec leurs professionnels de la santé. Et les recommandations restent, je ne sais pas si tu as lu aussi, mais on est quand même plus frileux dans le premier trimestre encore, avec ces plus vigoureux, entraînement plus vigoureux, puis aussi de durée plus longue. Mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'effet négatif, mais pas nécessairement d'effet positif. En fait, moi, j'avais vu une statistique qui disait que ces athlètes-là qui maintenaient, tu sais, un plus de 300 minutes par semaine, même au troisième trimestre, il y avait quand même une réduction significative. Je pense que c'était autour de 88% des complications là, liées à l'accouchement. Puis, il y avait quand même un risque augmenté là, tu sais, de 4 à 5 fois de diastase abdominale postnatale. Fait que, tu sais, Ah, donc, tu sais, il y a comme des avantages et des les inconvénients, mais comme inconvénients. tu dis, c'est une cohorte très nichée, puis c'est des athlètes qui avaient Ouais. déjà un gros volume. Fait que, tu sais, moi, je pense, entre autres, là, on a vu beaucoup les athlètes d'endurance qui font de l'ultra-trail, tu sais, qui... Ouais, j'aurais même des bémols à dire. Est-ce que, par exemple, plus autour de le risque de diastase, est-ce que c'est vraiment le nombre de minutes, tu sais, qui fait ça ou c'est un peu leur physiologie d'être une athlète de haut niveau avec, tu sais, certaines prédispositions aussi, des grands droits peut-être plus hypertoniques, plus courts, des choses comme ça, tu sais, c'est ça, là, tu C'est sais, ça, mais je pense que c'est comparé à la population générale. Fait général, que c'est là, ça. exactement, mais tu sais, il y a toujours des nuances puis des bémols à Ouais. faire. Mais tu sais, dans le sens que c'était quand même sécuritaire, puis il y avait Oui, une espèce de protection pour les complications d'accouchement. Donc, c'est des femmes, tu sais, qui avaient des beaux accouchements, qui ouais. reprenaient rapidement l'activité C'est ça, physique. c'est sûr. C'est sûr que être active durant la grossesse, euh, c'est sûr que, ben, premièrement, au niveau psychologique aussi. L'autre chose, c'est que parce que cette étude-là, on s'entend que c'est quand même une mini cohorte, là. Je pense que oui, c'est ça. Ouais. C'est une- et euh, moi, je trouve ça super intéressant aussi parce que quand tu fais de l'ultra-trail, tu as aussi un apprentissage à gérer ta douleur d'une certaine façon qui peut être quand même faire des liens avec l'accouchement. Donc, tu sais, est-ce que c'est aussi un aspect psychologique, un impact psychologique et pas seulement physiologique, mais aussi il y a une tolérance à la douleur qui est différente ou donc eh ben ça ils pourront pas ils pourront pas l'analyser là, tu sais, est-ce que c'est vraiment le sport qui change au niveau physiologique qui fait que tu sais, le corps est plus prêt puis tout ça, mais une chose est certaine, c'est que nous, on le voit aussi dans nos cours, les femmes qui viennent s'entraîner durant la grossesse, c'est sûr que leur postpartum, je dirais, elles récupèrent vraiment rapidement. Là, ça, c'est juste logique qu'une personne qui est en forme, qui se fait opérer, récupère beaucoup plus rapidement qu'une personne qui était sédentaire. Mais en effet, je pense que ce qu'on veut faire, c'est pas dire il faut être un grand athlète absolument durant notre grossesse, parce qu'il faut quand même mettre des objectifs qui sont réalisables
toujours en prenant en tête que ces échantillons-là, c'est 0,01% de la population. Donc, de dire, on a 8 femmes sur 10 présentement qui font même pas le 150 minutes d'activité physique par semaine, mais c'est de se dire que euh, on veut pas viser quelque chose qui est impossible et que déjà, bouger, juste bouger, ça va amener des effets positifs et de enlever la crainte de trop s'entraîner. Puis ça, je pense que honnêtement, à 14 ans, moi, j'ai été quand même témoin de ça. Je trouve que beaucoup bon, OK, je suis biaisée, là, dans mon entourage, je vois qu'il y a plus de femmes qui osent s'entraîner durant la grossesse, que je vois courir durant leur grossesse et ça, honnêtement, v'là 10 ans, on voyait pas beaucoup ça. Ensuite, ça veut pas dire que tous les sports, tous les corps vont accepter tous les sports durant la grossesse. Donc ça, c'est tout le temps l'effet négatif un peu des médias sociaux. On veut que ça soit inspirant, mais il faut pas non plus qu'il y ait une pression qui est installée parce que, je veux dire, moi, je suis une coureuse à la base. Courir durant la grossesse, c'était impossible. J'avais des douleurs ligamentaires. Il fallait que je choisisse d'autres sports. Fait que c'est pas pour tout le monde non plus. Mais ce qu'on veut, c'est du C'est ça, moins de enlever les s'ajuster puis craintes. de s'adapter en fonction de notre situation aussi. Oui, Mais c'est intéressant ton point là, tu sais, de l'espèce de d'idéalisation qu'on se fait avec ce qui est projeté sur les médias sociaux là. Fait que je pense que tu sais, dès qu'on a un doute ou qu'on a des symptômes, c'est bien de se faire accompagner par un professionnel, oui, soit en physio ou en kinésiologie. On va parler maintenant de la période postnatale, fait que le oui. postpartum immédiat. Entre autres, là, c'est ça, avec Stéphanie May que tu parlais, Mhm, Margie Davenport, ils ont fait un nouveau guideline là, ouais, de retour à l'activité physique là, en 2025. mhm, Je te dirais que dans la communauté des physiothérapeutes là, en rééducation périnéale, il y a eu quand même tu sais, certains changements de pratique, même si c'était plus ou moins fondé par la science. Fait que souvent, on attendait le 6 semaines là, postnatal avant tu sais, de débuter puis de se remettre un petit peu en activité plus, c'est ça, avec des impacts en mise en charge. C'est quoi les nouvelles recommandations qu'on a maintenant? mm. Écoute, moi, c'est venu me chercher un peu parce que je me dis, ça fait 14 ans, tu sais, que nous, on fait exactement ce qu'il y a dans cette étude Delphi-là. Fait que, tu sais, je me disais, il était temps. Dans le fond, cette étude-là a été faite, puis c'est drôle parce que l'objectif, c'était pas de parler du plancher pelvien puis de la mise en forme, tout ça. C'était vraiment voir les impacts au niveau psychologique puis au niveau de la dépression postpartum. Donc ça, c'est vraiment comme un peu l'intérêt de faire cette étude-là. Donc, leur équipe, en fait, de chercheurs, c'est vraiment une étude Delphi, donc c'est l'opinion d'experts aussi, en fait partie avec la méta-analyse, tu sais, toute la revue littérature. Moi, j'ai fait partie des 120 experts. Dans le fond, l'objectif, c'est de dire, OK, on veut l'enlever, ce fameux 6 semaines-là que moi, j'ai toujours trouvé complètement incohérent. Surtout que pour n'importe quelle blessure, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut pas immobiliser. T'es blessé, tu fais de la mobilité. Je voyais pas pourquoi la femme qui accouche fallait que, puis qu'on arrête de la faire bouger. Puis en plus, on est assez intelligent pour comprendre c'est quoi une progression comme professionnel de la santé. Donc, il y avait aucune raison pourquoi la femme qui accouchait avait pas le droit à sa propre progression d'activité physique. Bref, pas que ça me choque, moi, entendre qu'il y avait encore des professionnels de la santé qui attendaient 6 semaines. Pour vrai, ça vient vraiment me chercher dans mon féminisme profond, tu sais, de décider Mais je pour la pense que femme, tu sais. je pense que c'est à cause de la culture qui dit que les femmes sont fragiles ou tu sais, comme l'espèce de protection qu'on Ah ouais, veut mais instaurer parce qu'on veut. c'est minimiser la femme. Moi, ça vient me chercher, là, Exactement, c'est ça, je suis d'accord avec toi. Puis tu sais, ouais. c'est l'espèce de culture aussi qui dit que ben, on veut pas créer plus de dommages, tu sais. Ouais, Premièrement, faut pas créer plus de dommages que d'aider, là. Fait que, tu sais, on a toujours ouais. une espèce de pédale de frein qui est pas trop loin. Donc, c'est Puis, fou quand même que des professionnels de la santé allaient un peu contre la science. Tu sais, mais c'est ça, c'est que, tu sais, toi, je pense que tu étais avant-gardiste aussi, mais là, on a vraiment une preuve noir ouais. sur blanc. Tu sais, en fait, moi, c'est que j'avais lu, je comprenais le corps de la femme. Donc, pour moi, je me disais, ça a pas de bon sens que les femmes, premièrement, il y a personne, une fois qu'elles accouchent,
dans le fond, il y avait personne qui allait leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé dans leur corps. Le médecin, il a pas le temps de faire ça. Il a mis le bébé au monde, sa job est finie. L'infirmière, elle s'occupe du bébé, de l'allaitement et tout ça. Les suivis postnataux, il y a personne qui s'occupe de la mère non plus. Donc là, les mères sont en baby blues, postpartum, les hormones qui chutent. Le plus grand changement, elles ne se reconnaissent pas. On les laisse en pan puis on leur dit, ben là, bouge pas, là, parce que tu pourrais avoir une descente d'organes puis que, bon, bref. Fait que moi, ça fait longtemps que le premier cours que j'ai créé, c'était Premier pas de maman. Et le cours 1, ça a toujours été un cours théorique où chaque femme raconte son accouchement et on parle vraiment de théorie sur qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir leur faire comprendre où elles en sont aujourd'hui et où elles veulent aller, puis ça va être quoi le chemin pour s'y rendre. Bref, cette étude Delphi-là, l'objectif, c'est de vraiment faire le ménage au niveau des contre-indications relatives à bouger en postpartum immédiat. Et ce qu'on faisait, nous, les professionnels, c'est qu'on répondait à certains sondages où on se disait, par exemple, diastase de grand droit, est-ce qu'on devrait dire de ne pas bouger tout de suite ou de bouger? Tu comprendras que moi, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose que je disais qui était vraiment une contre-indication relative. Là. C'était des conditions médicales, vraiment, où j'étais comme, ben, l'avis du médecin est nécessaire, c'est des choses comme ça. Mais maux d'eau, manque de sommeil, diastase, abdominaux faibles, tout ça, c'était comme des bonnes raisons de se mettre en action. Donc, une fois qu'il y avait comme, je me rappelle plus c'était quoi le pourcentage, là, 75 ou 85 de consensus, ben, tu sais, ils nous faisaient passer une deuxième fois le questionnaire pour vraiment valider. Puis là, ensuite, ben, on était comme, OK, on peut barrer cette contre-indication relative-là. Euh, et en est sorti finalement un guide. Premièrement, une auto-évaluation. Donc, c'est la mère elle-même qui va pouvoir juger si elle peut recommencer l'activité physique de façon progressive. Hein. L'activité physique n'égale pas faire de la corde à sauter ou courir. C'est se mettre en mouvement. Donc, ça, c'est la chose la plus importante à savoir. Puis Et est-ce que tu recommandes l'utilisation du questionnaire? Parce que tantôt, tu en as parlé rapidement là, dans la 100%. période de grossesse, là, fait que le Get Active Ouais, Questionnaire il y en a un nouveau pour postpartum. c'est ça, il y en a un postpartum, puis il y en a un durant la grossesse. Fait qu'est-ce Ouais. que toi, tu recommandes? Il est facilement trouvable en ligne, là. Nous, on D'ailleurs, le on fait fait juste remplir à 100% de notre clientèle. c'est ça. Fait que c'est vraiment des questions sur des potentielles contre-indications, puis est-ce que je dois consulter un professionnel ou pas Exact. avant de me mettre en action? Exactement. Et maintenant, les recommandations, c'est d'atteindre 120 minutes d'activité physique par semaine, idéalement à autour de 12 semaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'entre 0 et 12 semaines, on a une activité physique qui est progressive pour arriver à atteindre le 120 minutes d'activité physique par semaine. Et on sait que ça va diminuer de 45 les risques de faire des dépressions postpartum si on commence tôt. Donc, c'est tout l'impact de l'activité physique autour. Donc, et Margie Davenport est vraiment, tu sais, son objectif, c'est d'éliminer les freins. Puis dans son introduction, elle parle comment mettre un enfant au monde, c'est challengeant, c'est le plus grand défi d'une vie. Le soutien autour est vraiment primordial aussi. Donc, on veut enlever les peurs de bouger. Encore une fois, nous, dans notre cours pour un peu maman, les premiers cours, on fait activation de plancher pelvien, on essaie de retrouver un contrôle moteur au niveau de la contraction plancher pelvien, transverse à la respiration, le diaphragme. On corrige, on a des petits groupes, on est capable, on parle aux mamans, on gagne leur confiance, elles sortent de chez elles, on leur dit qu'est-ce qu'elles peuvent faire parallèlement à ça, comment ça va les marches, est-ce qu'elles ont des symptômes, à quoi faire attention, avoir l'œil un petit peu plus aiguisé, mais de bouger un petit peu tous les jours. Donc, on les éduque sur comment se mettre en mouvement et plutôt que dire non, on ne bouge pas, on tombe en dépression ou on devient on perd une masse musculaire aussi. Donc, il faut vraiment faire attention à ça. Et le corps de la femme est pas si fragile, là. C'est ça aussi. Et surtout, bien entendu, il y a une différence d'approche quand une femme a été alitée versus si elle s'entraînait chez nous jusqu'à 41 semaines de grossesse. Donc, elle n'a pas tout perdu ses acquis parce qu'elle a un accouchement vaginal. Et bien entendu, tu le sais, comme physio-périnéale, on les conscientise sur est-ce que tu as eu une grosse déchirure? Est-ce que tu avais des symptômes durant ta grossesse? Est-ce qu'il y a eu des complications, utilisation de forceps? C'est quoi tes sensations? Puis je pense que comme professionnel de la santé, notre plus grand objectif, c'est de rendre autonomes les gens et ça part dès le début. Donc moi, j'ai toujours eu là, beaucoup, beaucoup de difficultés quand j'avais une maman qui arrivait qui me disait ah ben là, moi, tu sais, tel professionnel m'a dit d'attendre pour faire ça, ou m'a dit, au lieu de donner une recommandation d'adaptabilité et d'éducation pour que par elle-même, elle juge si elle peut continuer ou adapter. Et
Ça, Mais c'est ça fait encore, partie du consentement libre et éclairé, c'est de donner de oui, l'information, de donner des c'est alternatives, ça notre que travail. ça soit au final la personne qui vit la situation qui prenne la décision en fonction des informations qu'on lui a fournies. Mais il faut que l'ensemble de l'œuvre soit expliqué, puis de dire, ben, il y a des adaptations qu'on peut t'offrir aussi. Donc, tu sais, de ne pas imposer des recommandations, je pense que c'est toujours un peu la nuance qu'il faut avoir comme Exact, professionnel. Tu exact. parler des contractions du plancher pelvien, là, tu sais, dans le guide de pratique, ils disent de faire des exercices de plancher pelvien, quotidiennement. Donc Mmh. c'est comme une portion un peu en parallèle de l'activité physique Ouais, d'intensité modérée à élevée qui est 120 minutes par semaine qu'on recommande à l'intérieur des 12 premières semaines, comme tu as dit. Il y a aussi une protection, là, tu sais, comme tu dis, plus psychologique, fait que ouais, ça protège de la dépression postpartum. Ça améliore aussi la qualité du sommeil. Fait que oui, ça, en postnatal immédiat, c'est vraiment non négligeable, oui. là. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations qui sont, sorties de ce guide-là? Mais tu sais, il y a 9 recommandations qui sont sorties, suite à ça. Mais je pense que grosso modo, tu sais, Moi, j'ai c'est bien aimé le fait qu'il aborde la sédentarité, tu sais, pas oui, juste l'activité physique, et même mais la les sédentarité, là, fait écrans. que exactement. Fait que limiter le temps sédentaire par Oui, jour à moins de 8 heures, ouais, puis les écrans, moins de 3 heures. Fait que, tu sais, exactement ça, et c'est faire quand même attention pour le sommeil, un temps avant le sommeil aussi. Moi aussi, j'étais contente de lire ça. c'est ça parce que c'est comme dans une approche plus globale de la santé. Fait que, tu sais, c'est vraiment des habitudes de vie qu'on Oui. veut essayer d'implanter dès le postnatal immédiat. Fait que ça, je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Tu sais, souvent, on est très niché, là, fait que ça va être plancher pelvien, ça va être activité physique, mais là, c'est vraiment un guide qui est plus Mais tu as large. raison, tu sais, je trouve que on est un peu obsédé par le corps là et c'est ça, tu sais, le plancher pelvien, le transverse, les abdominaux. Mais tu sais, au final, ce qu'on recherche, c'est que la femme, elle ait un mode de vie actif. Moi, je dis tout le temps qu'elle ait le moins de problématiques en lien avec son accouchement et sa grossesse. Moi, je dis tout le temps ça. Je suis comme, nous, notre objectif, là, c'est que on te fasse bouger. Alors, tu vas faire 1 heure d'activité physique par semaine, adaptée à toi, parce que ce qu'on veut, c'est que tu retournes à tes activités de la vie quotidienne ou à ton sport ou à ce que tu veux, puis que tu aies plus d'impact en lien avec ta grossesse et et l'accouchement. Parce que ce qu'on veut, c'est pas juste, une ligne blanche, solide, là. Tu sais, on veut un mode de vie actif avec une sensation d'être forte, d'être en forme, d'avoir de l'énergie, d'être épanouie. En fait, c'est ça bougeotte, là. Pour vrai, je l'ai pas sorti parce que je veux que tout le monde ait des abdos, forts, là. En fait, moi, c'est que je me disais, j'étais un petit peu tannée que même les générations d'avant, la mentalité, c'était quand tu deviens une mère, tu t'oublies. Et ah, pauvre elle, ben oui, mais c'est normal qu'elle ait des fuites parce que, tu sais, elle a été une mère. Puis moi, c'était un peu, je voulais aller chercher une réponse parce que je me dis, c'est pas vrai, là, que parce on devient une mère, qu'on devrait avoir des limites. Au contraire, tout le temps, on sort quand même un humain de son corps. Il me semble qu'il n'y en a plus ben de limites après ça. Donc, c'est de dire, on va accompagner les femmes pour elles récupèrent correctement parce que c'est un choc pour le corps, il y a des traumatismes, donc on prend en charge pour qu'elles puissent retourner justement à leurs activités. Donc, je pense que c'est super important de toujours prendre la femme dans son ensemble et pas être obsédée, tu sais, par certains trucs précis. Et c'est la même chose avec les athlètes. Quand un joueur de soccer se déchire le ligament croisé, on n'est pas juste obsédé sur le ligament. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on le remet dans son environnement. Il va aller à l'entraînement faire ses exercices parce qu'on veut le retourner vers son sport. Ben, c'est un peu la même mentalité qu'on devrait avoir avec les femmes, tu sais. On veut qu'elles Je suis retournent tout à fait épanouies. d'accord avec toi. Puis, tu sais, chez Bijot, vous faites des cours de groupe. Est-ce qu'on a des données qui nous disent que l'effet du groupe va être un protecteur pour la maman, tu sais, plutôt que de s'entraîner toute seule chez elle, faire un programme en ligne? L'isolement social, je pense que c'est un phénomène assez présent là, chez les nouvelles mamans. Est-ce qu'on a certaines données qui nous disent que d'être dans un groupe, dans une classe, accompagner, entendre le vécu des autres mères, c'est bénéfique? Ben, il y en a pas précisément, en lien avec, l'entraînement pré postnatal, mais je pense qu'il y a présentement avec tout ce qui je pense qu'on préfère des liens quand même directs, tu sais. Toutes les études qui sont faites par rapport à, le télétravail, tu sais, mettons Sonia Lupiane en parle, il y a 2 ans qui peut avoir des effets bénéfiques, mais après ça, tu sais, ça commence à chuter au niveau de l'isolement. Je pense qu'il y a quand même des parallèles qu'on peut faire avec, tous les impacts positifs de l'effet de groupe puis du relationnel, là. Je pense que ça, c'est plus à débattre nécessairement. Pour moi, encore une fois, tu sais,
c'est juste une logique, là. Ça a toujours été la mission de l'entreprise aussi, là. C'est pour ça qu'on est des lieux physiques. Euh, Parce que, encore une fois, bougeotte, on prend la mer dans l'ensemble. On dit pas juste entraîne-toi à la maison parce que tu vas guérir. Tu sais, tant mieux si elle a une vie sociale à l'extérieur, mais l'espace social va être vraiment important. Le soutien. Non, moi, je suis témoin de ça depuis 14 ans. J'ai pas, encore une fois, j'ai pas besoin d'une étude qui va me le démontrer. Tu sais, je vois des mères qui nous disent merci d'exister. Mon congé de maternité, ça aurait jamais été ça. Il y a des amitiés qui se créent. Des fois, je donnais un cours de premier pas de maman, puis au premier cours, tu sais, personne te connaît. Puis tout le monde raconte son récit d'accouchement. C'est quand même beaucoup de vulnérabilité, là. Fait que déjà se permettre d'être vulnérable devant un autre groupe, on voit qu'il y a un safe space qui s'est déjà installé, un climat. Et là, il y en a une qui a de la difficulté avec son allaitement. Et là, il y a d'autres mères qui vraiment, sans jugement, donnent des recommandations. Il y en a une qui dit qu'elle allait pas, l'autre c'est de la tétrelle, l'autre va telle marraine. Et il y a comme un lien de confiance qui s'est créé. Ces filles-là se sont arrangées pour tomber enceintes, qui ont eu la chance de tomber enceinte à peu près en même temps. Puis, tu sais, elles vivent un deuxième congé de maternité ensemble. Moi, ce cours-là, je me suis dit, c'est pour ça que j'existe. Peu importe s'ils contractent bien ou non leur transverse de l'abdomen. Tu sais, j'ai comme fait, eux autres, ils viennent de se créer un groupe de support où pendant toute leur vie de nouvelle maman avec un premier bébé, là, ils viennent de se créer leur petit groupe. Ils étaient 3 filles de support, puis ils se suivent, puis c'est rendu dans des meilleurs amis. Puis moi, pour ça, ça donne le sens à tout. Tu sais, le moyen, c'est l'activité physique parce que je crois au potentiel de l'activité physique sur la relation avec son corps, tous les bienfaits psychologiques, la confiance en soi, tu sais, d'avoir un mode de vie actif, tu sais, je suis plus que convaincue. Mais je pense vraiment que l'aspect social est extrêmement puissant dans la confiance, dans la prévention justement de dépression. C'est ça. Pour moi, j'ai pas besoin d'études, là, j'en suis témoin, genre depuis 14 ans, tous les jours. Puis ne serait-ce que de permettre cet espace-là pour raconter l'accouchement, des fois, ça va être la seule place qu'ils 100%. vont pouvoir le faire sans jugement, hein, tu sais, parce que Exactement. dans l'entourage immédiat, encore là, tu sais, il y a l'effet de génération aussi. Tu sais, le vécu des autres personnes dans notre entourage n'est pas le même. Puis des fois, il y a pas cet espace-là pour Mhm. raconter si ça a été un petit peu plus difficile. Fait que ne serait-ce que d'offrir cet espace-là qui est bienveillant, qui est sécuritaire, qui a de l'ouverture, ben ça peut faire vraiment, vraiment une différence dès les premières semaines là, postnatales. Oui, Si on revient aux recommandations d'activité physique, là, est-ce qu'il y a certains symptômes que toi, tu recommandes de surveiller? Tu sais, entre autres, oui. les lochies, les saignements, la douleur, les fuites. C'est quoi qu'il faut surveiller pour dire, ben là, mon intensité ou mon activité physique est bien adaptée à ma réalité? Ouais, ben, c'est ça que je collabore beaucoup, moi, avec des physio-périnéales, puis je suis formatrice avec la clinique du coureur, moi, puis Douanka, tu sais, qui est physio-périnéale aussi. Fait qu'on a beaucoup développé des recommandations, tu sais, surtout en lien avec justement la course à pied, qu'on sait que c'est peut-être plus challengeant un petit peu pour le plancher pelvien. Puis souvent, on va dire, tu sais, outre les contre-indications, là, mettons, qui sont dans le guide, tu sais, un grand essoufflement, étourdissement, palpitations, bon, tout ça. Au niveau physique, tu sais, on va souvent dire, faudrait pas que l'activité physique t'amène de la douleur qui est augmentée durant l'activité physique ou après, des fuites, parce qu'on essaie aussi d'expliquer que c'est pas l'activité physique qui va tu sais, qui va causer les fuites nécessairement, c'est juste que l'activité est peut-être trop intense pour les capacités de tes muscles à ce moment ou de ta condition à ce moment-là. Donc, d'adapter l'entraînement en fonction de ça, de diminuer le volume, mais de pas tout arrêter, donc d'aller chercher le bon niveau. Donc, et une sensation de lourdeur, bien entendu. Puis, on explique vraiment, là, c'est quoi la quantification du stress mécanique. Tu sais, je l'explique, moi, là. Sont éduqués, mes mères, tu sais. Je t'explique que le seuil de tolérance de leur tissu, il est ici aujourd'hui. Il y en a que c'est là, il y en a que c'est là, selon le type d'accouchement qu'ils ont eu, selon leur historique, ça. Puis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est repousser ce seuil de tolérance-là pour qu'il y ait une adaptabilité, une adaptation au niveau du corps, puis on va pouvoir augmenter l'intensité. Je leur explique aussi que plus on est proche de l'accouchement, plus ça va être lent au niveau de la progression parce qu'on est encore dans une période de guérison, mais que souvent, en faisant vraiment progressivement des marches un petit peu plus longues, faire un petit peu de dénivelé, tranquillement faire de la marche rapide, peut-être justement faire des squats, des choses comme ça qui sont sans symptômes, ben ça va permettre de repousser ce seuil de tolérance-là. Puis c'est comme ça que à un moment donné, on voit là, tu sais, qu'il y a une tendance qui devient un petit peu plus rapide autour des 3 mois, des fois 4 mois, selon vraiment chacune des femmes. Fait on essaie de vraiment les sensibiliser à qu'est-ce qu'elles devraient ressentir dans leur corps, puis on leur dit
tu sais, nous, là, dans notre cours, on est comme les filles, peut-être ça va être trop facile pour vous des fois, peut-être que ça va être trop difficile. Fait que des fois, j'ai 8 mamans devant moi, puis j'ai 8 variantes d'exercices parce que je veux m'assurer que on est dans une zone de la délicieuse incertitude. Donc, tu sais, la femme, les muscles sont challengés parce qu'on veut créer ce stress-là, mais qu'on est capable de bien faire l'exercice. Tu sais, on essaie toujours d'éliminer l'idée de perfection, de mouvement. Tu sais, on est dans la fonctionnalité. Puis de justement s'observer après, mais sans faire une obsession non plus. Puis de Puis aussi sans se juger non plus, tu sais, de mais non. dire: ben là, comment ça je suis pas capable? Mmh, Pourquoi que mes symptômes augmentent tout le temps? Fait que, tu sais, je pense que c'est de prendre l'information puis de s'ajuster, s'adapter. Mais comme tu dis, c'est ça, faut pas être dans l'espèce d'obsession de performance, non. parce que c'est extrêmement variable d'une femme à l'autre. Ouais. Puis par rapport à la course à pied, là, c'est quoi que tu dis? Parce que, tu sais, je pense qu'on a de plus en plus de mamans coureuses. Dans la dernière décennie, on a Mmh. vraiment vu l'essor de la course à pied. Ouais. C'est quoi la recommandation actuelle pour la reprise de la course à pied en Il y a une postnatal? étude Delphi qui est sortie en 2024 aussi sur ce sujet-là, fait que j'étais quand même contente parce que c'est nous, depuis 14 ans, on a un cours de retour à la course à pied. Fait avant que les programmes, de retour existent, on le faisait déjà, en personne. En direct avec des devoirs et tout ça. Ça va être bien entendu du cas par cas. Ça dépend des facteurs de risque, ça dépend de ton accouchement, ça dépend de beaucoup de choses. Puis encore une fois, moi, je leur dis, c'est un continuum au niveau de la course à pied. Donc, c'est-à-dire que, ben, c'est sûr que t'as-tu marché? T'es-tu rendu à faire des impacts? Puis des fois, je leur dis, quand tu sens que tu es prête à courir, fais donc un petit 30 secondes autour de ton îlot, puis observe-toi. Puis, tu sais, j'essaie de un peu démystifier. Tu sais, dans le fond, là, c'est juste qu'il va y avoir un petit peu plus de verticalité, un petit peu plus d'impact, puis ben, essayer de voir si tes muscles sont prêts ou non. Fait que, tu sais, s'ils sont pas prêts, ben c'est sûr, ça faut que tu continues de faire tes exercices de plancher pelvien. T'es sûr que tu fait bien? Peut-être qu'aller voir un physio, tu sais, si tu vois que ça stagne, que tu sens pas d'amélioration, et la course à pied va faire partie aussi de la progression puis du stress qu'on va engendrer au niveau du plancher pelvien. Fait qu'il faut pas dépasser le seuil de tolérance. Ça prend une progression. Puis la dernière étude Delphi recommande de faire des exercices au niveau du corps, au niveau du bas du corps. Puis moi, je le vois. Tu sais, je vois vraiment que les femmes qui ont pris le temps d'aller travailler leur musculature profonde, d'aller chercher un gainage qui est quand même fort, on est allé travailler les fessiers, on est à travailler la chaîne postérieure aussi, ben, on voit qu'il y a moins de retour en arrière quand elle commence la course à pied. Hem, honnêtement, tu sais, encore une fois, quand on explique tous les facteurs de risque, tu sais, qui a pu impacter le plancher pelvien, elles le voient, les femmes, que sont comme: «Ouais, moi, peut-être que ma guérison va être un petit peu plus longue, puis que la course à pied, je vais la décaler un petit peu dans mon plan de match». Parce que, ben, j'ai eu des grandes déchirures, ma poussée, elle a duré vraiment longtemps, j'ai senti, tu sais, un peu de lourdeur aussi. Donc, c'est comprendre un peu c'est où elle se situe. Encore une fois, c'est rare, mais il va en avoir qui vont commencer à 4 semaines postnatales. Puis il y en a d'autres que ça va être 6, puis il y en a d'autres que ça va être 8, puis il y en a d'autres que ça va être 6 mois. Puis ça dépend aussi de leur proactivité à partir de là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ce que je leur dis, c'est que les filles, il faut que vous voyez la grande image. On part là, vous n'êtes pas toutes à la même place, puis on veut s'en aller là, puis la courbe, elle va être différente de une à l'autre. Mais une chose est certaine, c'est que la constance dans l'activité physique va vous amener là, par exemple. C'est pas on fait rien, on fait tout, tu sais. C'est ça, puis dans la mise à jour des pas avant 3 semaines, le retour, mais au-delà de 3 semaines, c'est vraiment du cas par cas, comme tu dis. Fait que ça peut être 4 semaines, 6 semaines, 12 semaines, Ouais. 3 mois, 6 mois, que Oui, personne va avoir une progression différente. Mais avant 3 semaines, tu sais, on fait d'autres choses, on se met en action, faut avoir marché. Puis c'est sûr que si on a des fuites urinaires, par exemple, en marchant, ben la on va en course, avoir on à n'est la pas course prête. souvent. Ben oui. Oui, c'est Puis ça. l'étude qui a été faite vraiment sur la course à pied, qui est quand même différente. Puis honnêtement, il y a encore une fois, souvent, plus on est proche de l'accouchement, le corps il est pas nécessairement tout est guéri et tout ça. Fait que c'est juste aussi le gros bon sens, là. Mais par rapport à la course à pied, cette étude Delphi-là, tu sais, ça disait, par exemple, le sommeil, c'était différent. Tu sais, par rapport, on dit à l'activité physique, même si vous êtes en manque de sommeil, on favorise l'activité physique. Par rapport à la course à pied, tu un petit peu plus frileux à ce niveau-là. Il disait, parce qu'on veut pas tomber dans un genre de surentraînement ou de, tu sais, genre de pression qu'il faut absolument que j'aille courir, mais je suis vraiment fatiguée parce que là, les risques de blessures pouvaient être augmentés à ce moment-là. Fait que, tu sais, il y a quelque chose de quand même spécifique au niveau de la course à pied, puisque ça reste encore des opinions d'experts. C'est pas toutes les physios là, qui vont adapter ces résultats-là puis ces recommandations-là. Mais honnêtement,
encore une fois, tu sais, il y a la science qui est pas si vite au niveau de la santé des mères. Puis en moyenne, je dirais que mes mamans qui recommencent à courir, à moins que j'ai des femmes qui ont vraiment couru toute leur grossesse, c'est des athlètes, elles aiment ça bouger. Après l'accouchement, vraiment, logiquement, elles sont mises à faire premier pas de maman, faire des exercices de corps, des exercices profonds, des exercices de plancher pelvien, sont allées faire, tu sais, super proactives, du ski de fond, de la natation, du vélo stationnaire et tout ça. Puis ils ont senti dans leur corps qu'elles étaient assez solides pour dire, OK, je vais aller faire 5 fois 1 minute, voir comment je me sens, tu sais. Puis après ça, ben, de progresser. Puis encore une fois, souvent, la progression est plus lente au début. Puis à un moment donné, ben, ils sont capables de passer de 5 minutes en continu à 10 minutes en continu. Puis ben, leur corps est correct, là, tu sais, ça va bien, tout a récupéré. Fait que je dis aussi qu'il y a beaucoup d'essais et erreurs. Et quand je parle d'essais-erreurs, je parle de se connecter avec son corps et de s'observer et de pas paniquer et dire, c'était peut-être trop aujourd'hui, mais c'est juste la course ou, crime, j'ai mal dormi hier, j'ai bandé bébé, genre, toute la matinée parce qu'il faisait une colique. C'est pas nécessairement la course, c'est toute la vie, là, qui a fait en sorte que là, le plancher pelvien, ça se pouvait qu'il était un petit peu fatigué là, quand que c'était le temps de faire mon 10 minutes de course aujourd'hui. C'est une femme qui veut recommencer à courir et qui se donne le temps, qui se met pas une pression. Moi, je dis tout le temps, ça doit t'amener une motivation et non une pression. Fait que si tu t'es mis un 10 kilomètres que tu aimerais faire au printemps, garde-le en motivation. Mais sois ouverte où ça se peut que tu aies des enfants qui fassent des gastro un après l'autre, puis que tu fasses pas ton entraînement nécessaire et adapté pour te rendre jusque-là. Sois, tu sais, quand même agile, puis pas trop rigide par rapport à ça. Mais tu peux te le garder dans ton agenda, ton 10 kilomètres, ça peut être une motivation à te tenir active tous les jours, par exemple. Fait que, tu sais, je pense qu'elle est là un peu, c'est de pas être rigide dans ses objectifs, mais c'est super bon d'avoir des objectifs parce que ça nous motive à nous mettre en action. Mais pas dans un but de Non. performance. Fait que, tu sais, il faut pas se dire: «Mon 10 kilomètres, je vise, tel temps» ou tu sais, de comme tu dis là, d'être flexible quand même Oui, dans notre échéancier puis dans notre planification d'entraînement. oui. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations là pour, la période postpartum que tu aimerais nous transmettre? Ben moi, tu sais, je suis une grande fervente qu'à un moment donné, les muscles qui ont été affectés durant la grossesse, on les connaît, je veux dire au niveau du tronc, tu sais, les abdominaux. Il y a quand même souvent les fessiers moi j'appelle ça le syndrome de la fesse plate, là. Tu sais que on dirait que par la posture, sont moins utilisés les pas durant la grossesse et tout ça. Donc, tu sais, moi, je crois beaucoup à du renforcement, tu sais, progressif et spécifique des muscles stabilisateurs, du bassin, des abdominaux, et je crois aussi que c'est important de continuer de faire ces exercices-là pour retourner à où on était avant et c'est pas vrai que le temps va solutionner tout, hein. Tu sais, à un moment donné, ils ont été tirés les abdominaux, là, je veux dire, si on veut, les renforcer, il faut faire des exercices de renforcement. Donc, j'étais vraiment contente de le voir, que c'était très spécifique dans l'étude d'ELQ au niveau du retour à la course à pied. Mais sinon, dans les recommandations générales, moi, mon objectif, c'est de permettre aux mères de voir vraiment la grande image. Puis, je pense que c'est ça. Oui, la pression, faut pas mettre une pression, mais à un moment donné, on peut pas éliminer non plus. Tu sais, c'est pas pression ou zéro pression, c'est aussi, encore une fois, de la motivation à dire, ben là, je vais me responsabiliser aussi sur ma santé. J'ai été enceinte et oui, des fois, je trouve ça plate, mais à un moment donné, là, je le sais que ça va m'amener le bienfait. Je vais me forcer un peu, puis je vais le faire. Puis là, ben, on peut trouver les 3000 arguments, comment c'est bénéfique. Mais je pense que c'est ça, tu sais, faut trouver le moyen de se mettre en action quand même. On a 45% des risques de dépression postpartum, c'est quand même vraiment important. Puis ça, je pense que ça devrait être une bonne motivation à se mettre en action. Puis on est chanceuse au Québec, un congé maternité qui peut durer plusieurs semaines. Donc moi, j'ai toujours dit que c'était vraiment une belle période pour s'occuper de sa santé, de s'occuper de soi. Donc, bref, c'est ça. Moi, les recommandations qui sont sorties, je suis vraiment contente. C'est juste venu tout valider qu'est-ce que je faisais depuis 14 ans. Ben, c'est parfait. Puis un petit mot sur la césarienne. Est-ce que tu adaptes un peu la prise en charge quand Ouais. tu as des mamans qui ont accouché par césarienne? Ouais, ben, tu sais, on va suivre les recommandations médicales. Tu sais, on veut qu'il y ait une guérison quand même de la cicatrice superficielle, tu sais, avant qu'elle vienne. En fait, c'est pas notre cours, là, qui est comme, qui peut mettre à risque. C'est se déplacer jusqu'à notre cours en traînant la coquille, là, tu sais. On parle du soulèvement de charge parce que nous, elles vont te coucher sur le dos, sur le côté, à quatre pattes, tu sais. Donc, toutes nos kines, nous,
sont formés. Donc, les exercices reviennent quand même au même, mais notre approche, des fois, va être différente. Puis nous, on a développé l'œil aussi au niveau des compensations musculaires qu'on voit quand il y a des césariennes. On sensibilise beaucoup à essayer de rechercher cette sensibilité-là. Au niveau de la cicatrice, il y a des femmes qui ne veulent pas être touchées. Comme là, on va référer justement en physio, en ostéo pour s'assurer justement qu'il y ait une prise en charge. T'sais, on voit qu'il y en a de la sensibilité au niveau des abdominaux transverses, c'est un peu perdu. Fait que notre approche, nous, va être un petit peu adaptée avec les femmes qui ont des césariennes. Et je dois dire que quand on arrive, nous, puis qu'on parle très technique, on parle d'éducation. OK, celle qui a une césarienne, il y a peut-être ça, les facteurs de risque, faites attention à ça, on va vous corriger. On dirait pour vrai qu'il y a des femmes qui sont comme... Parce qu'il y a encore genre de jugement, euh, même de culpabilité chez les femmes qui ont eu des césariennes. Et là, tu sais, nous, on est tellement pas là, tu sais, on est là pour dire, comme physiologiquement, voici ce qui s'est passé, c'est ça que t'es plus à risque, ça, peut-être ton plancher pelvien, si t'as pas poussé, peut-être que toi, à la course, ça va aller plus vite. On éduque, mais on n'est pas pantoute dans un truc émotionnel ou quoi que ce soit. Et elles le sont. Il y a un sentiment, ouais, il y a un sentiment d'échec encore qui est comme, J'en reviens pas en ouais. 2026. Mais moi aussi, j'en reviens pas. Puis, tu sais, je me dis, t'as quand même donné naissance. Ben là, t'es une mère, Euh, là. Je veux dire, à un moment donné, on contrôle pas tout dans c'est la ça, vie, là, tu sais. C'est... ouais. Mais je pense que dans la préparation à l'accouchement, tu sais, on idéalise tellement comme l'espèce de processus physiologique, l'accouchement par voie vaginale. Puis, on parle pas beaucoup de la césarienne. Fait que, Mais tu sais, c'est je que pense qu'il y a souvent, encore. les cours prénataux, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'il faut être ouvert d'esprit pour dire, dans le fond, c'est sûr qu'on vise un accouchement le plus naturel possible. Dans le sens que, tu sais, je parlais à des sages-femmes, puis ils sont comme, nous, on protège le normal. Fait que, tu sais, dans le fond, là, c'est normal, je pense, dans les préparations à l'accouchement, qu'on donne des outils pour faciliter l'accouchement, pour être en accord avec ce que notre corps est capable de faire, tu sais, et tout ça. Par contre, bien entendu, il peut avoir des situations particulières que finalement, ben, ce normal-là, ben, il se passe pas, tu sais. Mais là, c'est comme si c'est pas la responsabilité de la mère, là, qu'est-ce qui est en train de se dérouler. Puis elle se sent impuissante là-dedans et tout ça, mais c'est ça le fait que c'est difficile de faire la part des choses avec les émotions, avec la vulnérabilité, avec la peur et tout ça. En effet, je pense que dans les cours prénataux, ben, dans nos cours prénataux, nous, on parle de la césarienne, mais tu sais, ça peut pas prendre toute la place non plus, mais c'est de parler de qu'est-ce qui peut se passer d'autre, là. Ça, c'est important de le nommer aussi. Ça reste que c'est toujours un peu traumatisant, je pense, là, surtout des césariennes d'urgence. Mais bref, la culpabilité, on sent encore des fois des femmes qui vont être comme gênées de raconter leur accouchement. C'est ça, là, à un moment donné, on contrôle pas tout dans la vie, là. En tout cas, ça Puis je pense m'attriste que c'est quand même. important de dire que vous refusez pas l'accès aux cours, Mais non, tu sais, les premiers pas de maman à ces au femmes-là. contraire. Ben c'est ça, mais je pense qu'il y a une espèce de frein que certaines femmes se mettent d'elles-mêmes parce qu'elles Ah disent: «Ah ouais. ben là, moi, j'ai une césarienne, je peux pas aller faire Oh tel mon Dieu. cours». Au contraire, puis même au contraire, souvent c'est ça, c'est qu'on va dire au lieu de commencer à partir de 2 semaines postnatales, qui est pas nécessairement une majorité, tu sais, on va dire ben peut-être attendre un 4 à 6 semaines justement, tu sais que la cicatrice soit belle, même si on sait qu'au fond c'est pas tout cicatrisé. Puis on en a quand même des femmes avec des césariennes qui viennent parce que de toute façon, on va travailler le corps, l'unité centrale, la coordination entre les muscles, les abdominaux, je veux dire, c'est le corps fonctionne pas différemment, mais on va être capable de nous adapter si elle a eu une césarienne ou non. Si on conclut là, sur le sujet de l'activité physique là, dans la période périnatale, ça serait quoi ton message? Ou si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais là, pour nos mamans? Je pense que c'est dosé. Je trouve que surtout aussi avec les médias sociaux, je pense qu'il y a trop de femmes qui n'osent pas venir, même si elles connaissent rien, même si l'allaitement est tout croche, même si le bébé il pleure tout le temps, même si elles pensent qu'elles seront pas capables. Moi, c'est comme j'aimerais ça que les mamans fassent juste se mettre comme en action puis enlever tous les préjugés qu'elles ont envers elles-mêmes, hein. Ces fameux freins-là de, tu sais, puis c'est beaucoup, je trouve, avec les médias sociaux, comme s'il fallait toujours performer aussi. Elles allaient toujours avoir un regard sur elles. Dans le fond, là, on veut juste, elles prennent soin de tout le monde. Nous, on veut prendre soin, justement, des mamans. Puis c'est de s'enlever cette pression-là qu'elle doit déjà être bonne, mettons, pour être active. Juste oser.
faire le plus petit pas possible, tu sais. Aller prendre une marche, faire des exercices, tu sais, le plancher pelvien. Juste de faire le plus petit pas, puis aller chercher comme de l'aide de gens qui connaissent ça. Pas, mettons, comme on parlait en début, tu sais, d'une influenceur quelconque qui, elle, fait des raccourcis. Ça, c'est souvent ça, hein, des raccourcis dans certaines informations, puis ils sont pas allés valider des études, là, mettons. Puis là, ben, tu sais, on prend tout pour du cash, là. C'est désolée l'expression. C'est ça, tu sais, parce que ce qui va être véhiculé, c'est ce qui est vendeur, fait que ce qui Exact. va amener du trafic sur Mmh. la plateforme de cette personne-là, fait qu'il faut faire attention à ces Vraiment. raccourcis-là. Ouais. Puis, tu sais, moi, mon souhait, là, c'est un peu un rêve, là, c'est qu'il y ait un accès aussi plus dans le réseau public à Ben des oui. cours comme toi, tu donnes, parce que, Ouais. tu sais, là, on donne des cours prénataux dans le système Mmh. public. Pourquoi qu'on n'aurait pas un accès Ouais. En postnatal aussi, Ben parce que, oui. tu sais, la suite des choses, c'est bien beau accoucher, mais après ça, tu sais, le reste de la vie, ben, Ben oui. le corps va s'être modifié, il va falloir s'occuper d'un un enfant, Ouais. on reste une femme, on va être une travailleuse. Fait que, tu sais, je pense que de faciliter cet accès-là, ça serait Ouais. vraiment important pour tout le monde. Fait que Ouais. merci beaucoup, Sarah, Merci à c'était une super belle toi. discussion. Tu es toujours, très intéressante à écouter. Fait qu'au plaisir de se reparler prochainement.